Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va te partager les différentes étapes de l'aménagement de notre cellule pop-up. Il faut dire que c'est une vidéo un peu spéciale pour nous, non David? Ouais, car ça fait une année de plus d'une année de préparation et de travail. Donc on avait bien envie de le partager, même si on n'est pas des pros, on a quand même fait tout nous-mêmes. Et on espère que ça va inspirer l'un ou l'autre si vous avez des projets d'aménagement dans le futur. Alors c'est parti pour cette étape d'aménagement? Ouais. Alors, il faut dire qu'il y avait déjà une isolation de base, que c'était comme des panneaux sandwich en aluminium avec une couche d'isolation de polystyrène, mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas suffisant. En fait, quand on est déjà rentré de l'Allemagne, la première nuit qu'on est dormi dans la cellule, il pleuvait beaucoup, et on a tout de suite eu de la condensation sur les murs. Ouais, ça c'est l'eau condensation, c'est tout étanche. On a décidé d'isoler pour réduire la condensation, pour aussi mieux isoler contre le froid et parce que aussi esthétiquement c'est plus joli. Alors nous, pour isoler, on a décidé d'utiliser le liège et aussi on a acheté un produit qui s'appelle Blidimax qu'on a utilisé pour la partie anneau pop-up de la cellule. On a choisi le liège parce que c'est un produit naturel qui correspond plus ou moins à tous les critères intérieurs. Et en fait, le liège, par rapport à l'humidité, il respire, il absorbe et il redonne l'humidité. Et en plus, esthétiquement, voilà, ça c'est une question de goût, mais on l'aime bien. On a utilisé deux types de liège différents. Un liège verni qui est plus résistant. Et après, on a utilisé une autre liège qui n'est pas traité, mais qui est plus économique. Et on l'a mis là où tu ne peux pas le voir. Alors, pour aménager notre cellule, à l'intérieur, on a construit d'abord une structure de base. Et cette structure de base, elle est composée par un cadre en aluminium, du bois qu'on a utilisé aussi pour les surfaces, et on a utilisé des boîtes de rangement Eurobox. Alors on avait en gros deux options, soit en bois, soit en aluminium. On a choisi finalement l'aluminium. Donc une structure en aluminium, c'est quoi? C'est des profils en aluminium en différentes formes et des connexions en plastique aussi en différentes formes, et on peut emboîter les deux ensemble et on peut créer sa propre structure. Pourquoi on a choisi ce système? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est vraiment facile à faire. C'est un peu comme du Lego, tu prends les éléments, tu les mets ensemble et tu crées ta structure. Alors la deuxième raison, c'est un matériel durable. Surtout, ça résiste à l'humidité, ce qui est vraiment important pour ce type de cellule. Alors la troisième raison, c'est parce que c'est un produit assez léger et c'est un produit aussi très résistant. Mais surtout, il résiste bien à la torsion, ce qui est vraiment important pour une cellule off-road qui est quand même soumise à des forces assez considérables. Alors l'aspect négatif dans tout ça, c'est que c'est pas un produit naturel et c'est vrai que l'aspect métal, on n'aime pas trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi la couleur noire qui est dans l'ensemble un peu plus sobre et qu'on préfère.
concerne les bois, on a acheté des panneaux hêtres multipliés de différentes épaisseurs et après on les a teintés noir ou marron et on les a vernis. Les bois, on l'a utilisé pour les finitions du cadre en aluminium, pour faire les plans de travail, pour la table, pour les bancs et pour les sols qu'après on a recouverts de liège. Alors, on a choisi un système de rangement à base de boîtes Eurobox de différentes tailles, voilà, qu'on peut sortir facilement et rentrer facilement. On a utilisé ce système parce qu'en fait, on trouve assez pratique le fait qu'on peut sortir la box, ranger comme ça, même si on veut la nettoyer dehors, si on veut l'utiliser pour la cuisine extérieure. Voilà, on trouve que c'était assez pratique en général. Et pour les banques particulièrement, on ne voulait pas un système où chaque fois on doit soulever les coussins, enlever tout. Et donc on se dit ça c'est assez pratique parce que c'est comme un tiroir. Et aussi en général, l'autre avantage qu'on trouve c'est qu'ils sont beaucoup plus résistants à l'humidité. Et ils sont très faciles à nettoyer et très faciles à ranger. Et voilà, hop là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. Pour bien déterminer ton circuit d'eau, il faut que tu te poses des questions par rapport à tes besoins. Pour nous, le premier besoin était d'avoir de l'eau courante dedans avec un évier. Deuxième besoin, c'était de l'eau courante dehors pour cuisiner et pour se prendre une douche. Troisième besoin, c'était d'avoir de l'eau chaude, parce que vu qu'on n'a pas de douche dedans, au moins on voulait avoir de l'eau chaude dehors. Et quatrième besoin, c'était d'avoir un réservoir assez grand pour avoir une autonomie pour rester plusieurs jours en nature. Alors, pour installer notre système, on a dessiné un plan de circuit d'eau avec les composants qu'on avait besoin. Premier composant, c'est le réservoir d'eau, le nôtre à 120 litres et on a trouvé exactement la bonne taille au millimètre près. Deuxième élément, c'est la pompe, c'est une pompe à pression. Le troisième élément, c'est un système de purification d'eau. En fait, il y a plusieurs composants. Il y a un premier filtre quand on met l'eau dans le réservoir, donc un filtre à l'extérieur. Il y a un deuxième filtre juste avant la pompe de pression. Il y a un troisième filtre avec le charbon actif et il y a le dernier élément qui est une unité de traitement UV qui effectivement élimine les germes, les bactéries et les virus.
Alors notre quatrième élément, c'est un chauffe-eau qui fonctionne à l'électricité, 12 volts, 200 watts, et qui se chauffe par contre aussi avec notre chauffage d'air. Et on a rajouté un thermostat pour réguler la température. Cinquième élément, c'est l'évier. Robinet eau chaud, eau froid, pliable parce qu'on doit descendre la cellule, et un évier assez grand parce que comme tu peux l'imaginer, on ne fait pas que la vaisselle. Sixième élément, de l'eau chaud et froid à l'extérieur, pour une douche à l'extérieur ou pour cuisiner à l'extérieur ou pour d'autres choses. Septième élément, c'est l'eau grise. En l'occurrence, nous, on n'a pas de réservoir d'eau grise, principalement parce que tous nos produits sont biodégradables et que vu qu'on est principalement en nature, on n'a pas trop de soucis avec ça. Et si vraiment une fois on a besoin, on a toujours un seau qu'on peut mettre en fait pour remplir l'eau grise. Et concernant les toilettes, pour nous on a des toilettes sèches, donc du coup on n'a pas besoin d'eau grise. Bon, alors ici on a l'entrée, on a fait 4 trous. Ici on a l'entrée pour l'eau. Ici on a la sortie d'eau. Donc voilà, l'eau on la sort d'ici. Là on a la jauge pour indiquer le niveau d'eau. Et ici on a un appel d'air pour effectivement éviter un vacuum avec la sortie d'eau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Alors on va essayer de mettre en marche cette pompe qui va nous dire si notre système d'eau marche et s'il est étanche. On a mis du papier ménage pour vérifier si les joints ils sont étanches ou pas. Et donc, c'est le test. Regarde, on a fait le test. Genre, tous les branchements que nous, on a fait, ils sont étanches. Tous étanches. Ceux qui, nous, on n'a pas fait parce qu'ils sont venus de l'usine, ils ne sont pas étanches. Donc, du coup, on a pu le réparer. C'est celui-là. Donc, on a pu réparer ça. On est très content. Ce qui n'est pas étanche, c'est ce chauffe-eau. Qui, en fait, où il y a l'anode ou la cathode, je sais pas, c'est en tout cas là où ça chauffe l'eau, en fait, ce branchement, il n'est pas étanche. Donc, et ça, c'est un peu embêtant parce que si le chauffe-eau il fuit, c'est un peu la merde. Et donc, on va essayer de contacter l'entreprise pour savoir si on peut le dévisser et refaire l'étanchéité ou s'il faut tout renvoyer. Mais à mon avis, peut-être devrait être possible de dévisser ça. Et de juste refaire l'étanchéité là. Là, je l'ai refaite et on va espérer qu'elle va tenir. Et si elle tient, on a un chauffe-eau qui marche, ce qui est déjà pas mal. Et on a peut-être un circuit d'eau qui va marcher. Et maintenant, tu viens, rentre dedans. Et là, en fait, tu vas dans notre système d'évier, en fait, pour le mettre en marche, pour économiser l'eau, tu fais juste comme ça. Ça coule. Et voilà. Et quand tu veux t'arrêter, tu retapes là. C'est cool, hein, ça. Trop bien. Alors, il faut quand même dire que cette installation électrique, on avait quand même pas mal de respect à voir, ça nous faisait un peu peur. Mais avant tout, de toute façon, il fallait la planifier. Et avant ça aussi, il fallait qu'on définisse nos besoins. Et nos besoins, du coup, c'était en fait 2 éléments. C'était, on voulait une assez grande autonomie et il fallait un système qui soit quand même assez puissant. Alors, pourquoi autonome?
Parce que c'est vrai, comme on l'a dit avant, on a quand même prévu de rester plusieurs jours sur un lieu en nature. Et pour ça, il fallait une autonomie un peu plus élevée. Et pourquoi puissant? Parce qu'en fait, on a des appareils ou des consommateurs qui ont besoin pas mal d'électricité. Alors principalement, ce qui prend beaucoup d'électricité, c'est nos décisions de cuire en induction. Donc c'est quand même du 220 volts qui tire beaucoup d'électricité. Un deuxième élément est qu'on travaille beaucoup sur les ordi. On travaille les deux. Plus il y a les téléphones, plus on a d'autres appareils. Donc c'est pas à sous-estimer, ça prend quand même pas mal d'énergie. Et après, il y a d'autres appareils qui peuvent aussi prendre pas mal d'énergie. Ça peut être l'eau chaude, ça peut être un sèche-cheveux, etc. Voilà. En tout cas, il fallait un système qui soit aussi assez puissant. Alors, il faut dire 2-3 mots par rapport à l'induction, parce qu'effectivement, pourquoi ils cuisent à l'induction, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Donc, pour nous, il y a quelques raisons. Une, c'est qu'on ne voulait pas se rendre dépendant d'encore un autre carburant. Donc déjà, on est dépendant du diesel pour le chauffage et pour la voiture. Donc on ne voulait pas encore être dépendant du gaz ou de cartouches ou autre. Deuxièmement, on voulait aussi utiliser notre système, donc être autonome. Je veux dire, c'est vrai que si on charge nos batteries par le solaire ou par conduire, je veux dire, c'est de l'électricité entre guillemets gratuite. Et ça, on voulait aussi en profiter. Alors il y a aussi en fait, le fait que on a entendu que le gaz n'était pas toujours évident quand tu quittes l'Europe, parce qu'en fait dans chaque pays, déjà en Europe, il y a des systèmes de gaz différents, il faut toujours que tu le recharges, donc ça peut être un peu embêtant quand tu dois toujours courir après les adaptateurs, etc. Donc voilà, avec notre système on est complètement autonome. Et un autre élément, c'est vrai que l'avantage de l'induction, entre guillemets, c'est propre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'émission de CO2 ou ça sent mauvais le gaz ou autre. Voilà, tu branches le truc et ça marche. Et vrai, si une fois on est en limite d'électricité parce qu'il fait une semaine mauvais, on a toujours un réchaud à gaz qui fonctionne à gaz et au diesel. On l'utilise normalement pour les randonnées, qui est tout petit, mais on peut l'utiliser aussi dedans ou dehors, donc voilà. Et le jour où il fera de nouveau beau, on va profiter de faire du barbecue dehors, de faire un feu. Donc ça sera quand même aussi quelque chose qu'on va utiliser pour cuisiner. Alors il faut quand même dire qu'il y avait de base déjà une installation électrique qui venait avec la cellule, mais elle ne correspondait pas vraiment à nos besoins et surtout on n'était pas très convaincus non plus. Du coup on a désinstallé le système, on a réinstallé le nôtre et ça nous a vachement aidé pour la suite, pour comprendre des choses et aussi après pour résoudre des problèmes, etc. Alors une fois que nos besoins ont été définis, on a d'un côté fait un plan ou un tableau avec les consommations estimées. Et de l'autre côté, le plus important d'ailleurs, on a dessiné un plan de circuit électrique qui respectait les normes électriques, comme par exemple le diamètre des câbles, de poser les fusibles au bon endroit, à la bonne taille, et de faire bien les connexions des câbles. Alors là, on va te parler des composants et pour ça, on va te les présenter en 4 parties. Donc en fait, une partie, c'est les consommateurs, l'autre partie, c'est les producteurs. Après, on a la batterie et le système de contrôle. Alors, batterie. Batterie, c'est un peu la cœur de notre système électrique. C'est là où toute l'électricité est stockée. Donc nous, comme on l'a dit, on a choisi une batterie puissante. C'est une batterie lithium 300 ampères. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un investissement, puis c'est pas tout mon marché, mais c'est quelque chose qui va tenir longtemps, qui correspond à nos besoins. En l'occurrence, le modèle, c'est le modèle le plus petit du marché, et en plus on peut le mettre en horizontal, donc ce qui était très pratique pour nous. Le système de contrôle nous permet de comprendre les flux d'électricité, qui consomme, qui produit, etc. Donc là, on a un système central, c'est un shunt. Du coup, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre en fait où va l'électricité, où elle vient. C'est vrai aussi que plusieurs appareils sont connectés par Bluetooth, donc on peut aussi avoir des informations par rapport à ça. Et il y a quelques moniteurs qu'on a pu aussi ou qui sont liés à des appareils. Les producteurs d'énergie, donc c'est là où l'énergie vient. Donc en l'occurrence, on a 3 sources d'énergie. 1, c'est le solaire. 2, c'est l'alternateur de la batterie, donc quand on roule. 3e, c'est le convertisseur 220 volts, donc on peut se brancher au réseau et comme ça, on peut avoir du courant du réseau dans notre cellule.
Alors pour le solaire, on a deux panneaux à 180 watts, donc en tout 360 watts. Et pour transformer ce courant en 12 volts, on a un régulateur MPPT à 30 ampères. Pour le courant qui vient du moteur ou de la batterie, donc de l'alternateur, on a un booster aussi à 30 ampères. Et pour la connexion au réseau, là on a un convertisseur 220 volts. Alors concernant le convertisseur 220 volts, ça nous paraissait au début pas forcément très utile parce qu'on ne se voyait pas dans un camping. Mais c'est vrai, dès que notre batterie elle est un peu à plat et si une fois on doit rester dans un garage quelques jours pour réparer quelque chose, ben c'est l'idéal pour recharger la batterie parce qu'on n'aura ni le solaire ni on roulera. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera quand même utile à un moment donné. Alors, consommateur d'énergie. Donc en gros, on a deux types de consommateurs. On a les consommateurs qui sont à 12 volts et ceux qui sont à 220 volts. Ceux qui sont à 220 volts, ben pour ça, on a un convertisseur 220 volts qui est en l'occurrence, nous, un consommateur assez puissant à 2000 watts. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme tu le sais, on cuisine avec induction et de temps en temps, ben, on se sèche les cheveux et là, il a aussi besoin d'une énergie un peu plus forte. Donc ça, c'est pour le 220 volts. Pour le 12 volts, c'est tous les autres appareils. Les appareils des 12 volts sont notre frigo, le chauffe-eau, l'unité de purification UV, toutes les prises 12 volts. C'est voilà, c'est ça. Alors, on va pas te montrer en détail les fins d'installation. Tu trouveras sur YouTube des vidéos très intéressantes et très bien expliquées. D'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré aussi par rapport à ça. Mais là, voilà un petit aperçu de notre installation, sans doute beaucoup plus marrant que mes explications. Je vais le mettre, Oui, mets-le, oui. Si ça marche, Oui. et si ça explose, moi j'explose avec le Non, ventilateur. non. C'est bon? Oui. Alors, on a l'électricité, c'est tout bien marché. Branché le système solaire et ce matin il pleuvait des cordes, donc il y avait vraiment la pluie. Là il n'y a plus de pluie mais encore un ciel complètement couvert. Donc on a maintenant testé le solaire, c'est pas le moment idéal parce qu'il n'y a vraiment pas de soleil, mais en fait avec tous les branchements et avec l'application on voit que ce truc il marche. Donc en tout cas il charge, bon c'est pas terrible pour l'instant, il charge à 50 watts mais ben, c'est déjà ça et je dirais Bravo. On est plutôt content. Et pour finir, après tous ces aspects techniques, on voulait aussi donner une touche personnelle à la cellule. Donc, on a utilisé par exemple des profils en aluminium doré pour faire les plans de travail. On a remplacé les tissus et voilà, on a donné un peu de couleur à notre maison. Alors
alors c'est déjà la fin de cette vidéo. Ça nous a fait vraiment plaisir de partager cet aménagement avec toi et on espère surtout que ça soit utile pour toi. On voulait aussi te les présenter parce que nous sommes aussi inspirés beaucoup des autres voyageurs et de leur aménagement. C'est vrai que là, il fait 1 mois et demi qu'on est déjà en route et pour l'instant, on est assez content. Mais je pense qu'on va quand même faire un bilan d'ici 6 mois ou un truc comme ça. Ouais. Non? Ouais. Ouais. Je pense que c'est tout non, pour aujourd'hui. Allez, donc on te dit à très bientôt. Ciao. Ciao.